Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est la figure de la Roca Team. Avec son palmarès et ses valeurs humaines, il fait vibrer les parquets et le cœur des Monégasques. Toujours en rouge et blanc. Bonjour, Yacouba Ouattara. Bonjour. Yacouba, moi je dis toujours en rouge et blanc. En fait, il y a eu des petits moments où tu n'étais pas en rouge et blanc. Mais d'ailleurs, j'ai lu quelque part que le moment où tu es devenu un basketteur, c'est à Châlons. Tu arrives à quel âge à Châlons ? Je suis arrivé à 16 ans. Assez jeune. Hein. Ouais, c'était assez jeune. Ça a été un moment particulier pour moi. Hein. J'avais commencé le basket 2 ans avant ça. Donc, tu commences à 14 ? Ouais. Enfin, réellement pas. entre 12 et 13. Mais au début, je m'amusais avec des amis. Et, vraiment poursuivre les potes, quoi. T'étais déjà le plus grand ou pas ? Non. J'étais pas le plus grand. J'avais de bonnes qualités physiques. Mais j'étais loin d'être le plus talentueux. Justement, quand tu dis j'avais de bonnes qualités physiques, effectivement, quand on parle de Yacouba Ouattara, on parle aussi de rapidité, d'explosivité, de capacité physique notable. Est-ce que tu t'es essayé à d'autres sports avant d'arriver au basket ? Parce que si tu commences à 12-13 ans, j'imagine que tu as fait autre chose avant. Ouais. J'ai fait du Viet Vo Dao, qui est un sport de combat. Ah ouais. J'ai fait du foot. Foot ? Ouais, c'est mon père qui m'a mis au foot. Mais non. Ouais. Et tu étais attaquant, défenseur ? Qu'est-ce que tu étais ? J'étais pas grand-chose, on va dire. Ça te plaisait pas ? Non, j'étais pas très bon. J'étais vraiment pas très bon. Pour le coup, au foot, aïe. C'était compliqué pour moi, ouais. Quand tu te mets au basket, est-ce que tu comprends vite que c'est ça qui te plaît ? Assez vite. Mais pour la petite anecdote, au début, de base, je voulais faire de la boxe, moi. C'est mon père qui m'a dit non. S'il voulait pas, pour lui c'était trop violent et il aimait voulait pas te défigurer quand même. C'est ça. Ouais, il avait peur pour moi. Dommage. Et à côté de ça, j'ai mon meilleur ami qui s'est lancé lui dans le basket. Il s'est inscrit dans un club de basket, donc je me suis dit j'allais le suivre et c'est comme ça que mon aventure basket a commencé. Et tout de suite, ça te plaît ? Ouais, tout de suite ça me plaît. Je me souviens, j'ai eu beaucoup de mal au début. Les premiers matchs que je joue, je connaissais même pas les règles. Je me souviens, après, à la fin du premier match, le coach dans le vestiaire qui demande à mes coéquipiers de m'expliquer les règles pour les matchs suivants. Pour la prochaine fois, ouais. Quand tu dis je voulais faire de la boxe, pourquoi ? Parce que tu avais envie de te battre ou c'était le sport qui te plaisait ? Parce que j'aimais bien la bagarre quand j'étais plus jeune. J'avais un tempérament un peu plus dynamique qu'aujourd'hui. Ah ouais ? T'étais un enfant j'étais actif ? Speed. Ouais, j'étais très speed. Mais après, avec le temps, j'ai su me calmer, apprendre à gérer mes émotions, tout ça. Ça, tu l'as appris en dehors de la famille ? C'est-à-dire, quand tu dis j'ai appris à gérer mes émotions, c'est un truc que tu as appris quand tu t'es éloigné ? Parce que souvent, on dit gérer ses émotions quand on est en famille, c'est moins facile. Mais... Ouais, non, c'est moins facile, mais non, ça, j'ai appris ça par moi-même. Parce que je me suis rendu compte que, vu qu'avant, j'étais très... je réagissais beaucoup à chaud. Impulsif ? Un peu. Et je me suis rendu compte que souvent, quand j'étais dans ça, ça m'attirait beaucoup d'ennuis. Donc, j'ai complètement changé du jour au lendemain. Tu sais que c'est fort, hein, mentalement, d'arriver à switcher complètement comme ça. Ouais. Puis, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Hein, je me souviens d'ailleurs, tu me disais, on parlait du Ramadan. Tu me disais, c'est pas qu'à moi d'ailleurs, parce que je l'ai lu quelque part, tu l'as déclaré aussi dans la presse. Tu as dit, c'est un gros exercice mental. Ouais. Donc ça veut dire que l'un des trucs que toi tu fais le plus, c'est ça, quoi. C'est mentalement. Ouais, c'est très important ça. Et puis c'est ce qui donne la force aussi. Hein. Ouais. Parce que dans le sport, il y a plein de moments qui sont durs et souvent c'est par la tête qu'on tient. C'est ça. Ouais, je me disais quand tu parlais de ça, je me souvenais de. Parce que Châlons, c'est une très belle histoire. Monaco, les débuts, c'est une très belle histoire. Et puis tu pars aux États-Unis, puisque tu es
Alors, est-ce que tu es drafté ou tu es recruté par les Nets? Je suis recruté en T'étais two-way pas contract. drafté, Ouais, ouais. j'ai pas été drafté. J'étais trop âgé pour Trop être âgé drafté. pour être Ouais, drafté. Donc, tu es two-way contract. c'est ça. Et là-bas, malheureusement, tu te blesses. Ouais. Assez rapidement, comment ça s'est passé? Assez rapidement. Donc en fait, le principe du two-way, c'est que on est à cheval sur les deux équipes, donc l'équipe NBA et l'équipe de G-League. Ouais. La saison de G-League commençait. Enfin, quand la saison de G-League a commencé, j'ai fait mon premier match. Et après le premier match, j'ai senti un peu une tension au niveau de ma jambe. J'ai voulu faire C'est quoi? C'est un ischio? C'était quoi? C'était au-dessus de mon quadri, Ah oui, d'accord. là où il y a pas mal de terminaisons Nerveuse, nerveuses. ouais. Et j'ai voulu rouler, enfin détendre un peu la zone avec ce qu'on appelle une softball, Ouais. qui ressemble un peu à une grosse balle de baseball. Parce que c'était la première fois de ma vie que j'en faisais. Je me suis allongé dessus, j'ai mis tout mon poids dessus, Ouais. ce qui a comprimé mon nerf. Et derrière, j'ai perdu la sensation dans ma jambe, quoi. T'avais plus de sensation? Ouais. Enfin, je pensais, en fait, la sensation, ça fait un peu comme. Bon, c'est un peu bizarre, mais quand on reste un peu trop longtemps aux toilettes et qu'on a des fourmis dans Oui. les jambes, Ouais, c'est ça. c'est cette C'est cette sensation-là sensation-là. que ça fait. Donc, moi, j'avais l'impression au début que avec le temps, ça allait passer, que c'était juste. Et ça voilà. passait pas, quoi. Et le lendemain, je suis parti à l'entraînement, j'essaie de courir, je sentais que ma jambe, elle était instable et je chantais pas grand-chose, quoi. Donc, ouais, ça a pris du temps avant de récupérer C'est ça, eux quoi. qui t'ont diagnostiqué? Ouais. Ils ont trouvé ça tout de suite? Ça a pris du temps, hein. Ah ouais. Au début, on a laissé un peu de temps passer, puis on a fait des radios et on a vu que c'était le nerf qui avait été T'es comprimé, nerveux, quoi. ouais. Alors à ce moment-là, justement, mentalement, comment on gère ça? Parce que c'est une tuile quand on fait ça. Parce que aller en NBA, c'était un peu ton rêve de gosse. Ouais. J'imagine, hein? Ouais, donc clairement, c'était un rêve, mais vraiment un rêve que je voyais lointain pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à accomplir. Et que même si ça n'a pas duré très longtemps, pour moi, c'est une grosse fierté. T'étais installé à New York? On était à Long Island. À Long On Island. était à Long Island. Parce que là, j'étais en train de m'imaginer le parcours de Yacouba. Parce que toi, tu es né en France? Non, je suis né au Ghana. Et voilà. Je suis né au Ghana, je suis arrivé en France à 3 ans. Tu es né en Afrique. C'est ça. Voilà, Ouais. sur le continent africain, quoi. Ouais. Tu arrives en France avec tes parents. Mhm. Vous vous installez dans la région parisienne, c'est ça? À Lyon. À Lyon. On s'installe à Lyon. La transition entre le Ghana et Lyon. Bon, à 3 ans, peut-être tu t'en rendais pas Ouais, tout à fait compte. Pour rien te cacher, j'ai aucun souvenir. T'as pas de souvenir? Ouais, j'ai pas trop de souvenirs. Je sais juste que quand je suis arrivé, je parlais pas un mot de français forcément. Et aujourd'hui, je parle pas un mot de Tu ma parles langue. plus? Ouais. Ta langue natale, tu la parles plus? Ouais, j'ai totalement oublié. Bon, après, quand j'y retourne, j'ai quand même quelques notions. Enfin, il y a certaines... Quand on me parle, il y a certaines choses que je comprends, mais aujourd'hui, je parle pas beaucoup, non. Tu y retournes souvent? Pas souvent. J'y suis retourné pour la première fois depuis en 2019, il me semble. Mais c'est au Burkina Faso, parce que ma famille, elle est basée là-bas. Surtout mon père, aujourd'hui, vit là-bas. D'accord. Donc, ouais, c'était un bon retour aux sources, on va dire. Est-ce que... alors, ça va te paraître un peu bateau comme question, mais forcément, il faut que je te la pose. Est-ce que tu... parce que tu arrives, tu as 3 ans. Est-ce que tu te sens ghanéen, enfin, ou africain, ou est-ce que tu te sens... Parce qu'africain, c'est pas... Est-ce que tu te sens d'origine là-bas, ou est-ce que tu te sens français? Ou est-ce que c'est chez toi, en fait? La France, hein. Voilà. J'ai grandi ici, et ouais, c'est là où j'ai grandi. J'ai pas beaucoup d'attaches avec l'Afrique, sinon ma famille, mais que je vois pas beaucoup. J'ai pas on va dire les codes de là-bas. Enfin. Ah ouais, tu as pas été parce que tes parents en France ne t'ont pas élevé avec les codes de là-bas. Un peu forcément, mais c'est ici que j'ai grandi. Ouais, c'est ça. Alors, on parlait de Chalon tout à l'heure et des États-Unis. Je pense qu'entre Chalon et les Nets, il y a eu beaucoup de choses, mais tu me dis très vite, ça me plaît. Et à quel moment tu te rends compte qu'il y a un coup à jouer? C'est-à-dire que tu es meilleur que... Parce qu'à un moment donné, tu devais être meilleur que les autres. Ouais. À quel moment tu t'en rends compte? Alors,
Je te disais que j'ai fait ma première année dans un petit club Ouais, qui s'appelle le CLAR. clair. On avait quoi, un entraînement par semaine. Des fois, on jouait au foot plus qu'au basket. Après cette À ton grand année-là, désespoir. ouais. Après cette année-là, j'ai été recruté par l'Accro, Ouais. Lyon. Et c'est à Qui est partir de déjà ce un moment-là. club structuré. L'Accro, c'est un club qui a la réputation de faire de la détection, enfin du scout Ouais, de jeunes. Hein. ouais. C'est un club C'était qui... un club qui, à l'époque, faisait partie des grands clubs français. Ouais. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me dis, c'est ça que j'ai Voilà. envie de faire de ma vie. Enfin, j'y suis assez très rapidement que c'est ce que je voulais faire. Et ça te réussit. Ça veut dire que tu as fait les sélections de jeunes, tout ça. Tu as fait ou pas? Non, parce que j'ai commencé tard et je suis Ouais, passé un peu à travers, ouais. sous les radars. Euh, on va dire, ce qui a fait ma force, ça a été vraiment ma détermination. Mm. Parce que quand je te dis que j'avais pas réellement de qualité, Ouais. de talent plus que les autres, c'est réel. Pour le coup, j'avais mes qualités athlétiques, mais niveau basket, en fait, je me suis toujours senti un peu en retard par rapport aux autres. Ouais, enfin, l'adresse, par exemple, parce que tu es adroit, Mm, tu es un basketteur adroit. ouais. L'adresse, quand même, tu devais l'avoir dès le début. Ou tu l'as travaillé aussi? Alors, ce qui est des shoots à 3 points, ça c'est venu beaucoup plus tard, quoi. Non, mais on discutait avec Ali Mhm. Traoré, je lui disais, parce qu'il me disait, moi, lui aussi, hein, il s'y est mis assez tard au Ouais, basket. Il me dit, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je ratais pas grand-chose sous le panier. Enfin, ouais, ouais, j'imagine que toi, c'était un peu pareil quand même. ouais, moi c'était ça aussi. C'est ma qualité première. Aujourd'hui, on me connaît comme shooter, Ouais, euh, de par mon rôle ici à Monaco, mais ma qualité première, c'était d'attaquer le panier. attaquer le panier, Et ouais. j'étais très agressif par rapport à ça. Et puis, surtout, je sautais plus haut que tout le monde. Donc, voilà. Ça sert, Ouais, ouais, ça sert beaucoup. ça sert. Tu jouais déjà arrière ou t'étais ailier? Alors, quand j'ai commencé, je jouais intérieur. Eh oui, J'étais pivot. Mais bon, à cet âge-là, les postes ouais, de jeu, ça veulent pas dire grand-chose, quoi. On fait un peu tout sur le terrain. c'est ça. Parce que tu me dis, on me connaît comme shooter, on te connaît comme défenseur aussi, hein. Ouais, ouais, ça aussi, c'est venu bien après. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des gens sur ton parcours qui t'ont orienté? C'est-à-dire des gens, des entraîneurs qui t'ont dit, bon, ta force c'est ça, il faut que tu fasses ça. Parce que tu dis c'est venu bien après, il y a bien eu des moments où ça, ça s'est concrétisé par des choix, ou c'est toi qui as proposé? Ça arrivait, je dirais, mes premières saisons en pro, Ouais, euh, où, justement, j'ai essayé de gagner ma place avec les pros, où en tant que jeune, en fait, on peut pas arriver et se dire, je vais arriver avec les pros, c'est moi, ça va être moi le joueur majeur, je vais marquer tous les points. Et en fait, la façon la plus simple pour s'intégrer dans une équipe professionnelle, c'est de commencer par la défense en faisant les petites tâches un peu ingrates entre guillemets, ouais, et derrière ainsi de suite, on progresse, les joueurs ont plus confiance en nous, et en attaque après ça vient d'accord. naturellement. Mais c'était la première étape, c'était d'abord apporter la défense. Donc tu me dis qu'un joueur, il gagne sa place par la défense, quoi. Les jeunes, à mon époque en tout cas, c'était comme ça que ça se passait. Hum. À Chalon, est-ce que... Alors c'est un club qui a de l'ambition, hein, mais est-ce que tu t'es dit, euh, je vais gagner, ou je vais gagner mes galons pour pouvoir partir? Il y a un moment où tu t'es dit, mon avenir, il est ailleurs? Après ma première saison pro où je jouais pas beaucoup, Eh ouais, euh, ça a été une saison très difficile, mais pour moi, ça a été des saisons les plus importantes, je pense, de ma carrière. Parce que je jouais pas, il y avait énormément de frustration. Et je me suis dit à ce moment-là, écoute, il y a deux choix. Ou je laisse tomber, je subis la situation, ou au contraire, je bosse encore plus dur et je prépare entre guillemets l'avenir. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de confiance en moi, et je savais que tôt ou tard, j'aurais ma chance. Et le jour où j'aurai ma chance, je sais ça que, marcherait. que, que ça marcherait. Ouais. Tu dis, j'ai beaucoup de confiance en moi. Mm. C'est ton éducation, c'est ton caractère? C'est mon éducation, c'est mon caractère. Ma mère, un peu, elle nous a élevés un peu seuls parce qu'ils sont Ouais. séparés avec mes parents. Mon père Vous est étiez nombreux? parti. On était trois.
grandi avec 2 sœurs, une plus grande et une plus petite. Déjà plein de femmes, hein. Et oui. Parce que là, aujourd'hui, on va le dire, tu as une épousée. Et 2 filles. 3 filles. 3 filles. 3 filles. Trois. Ouais. 3. Elle est petite, mais elle est là. Ouais. Bien présente. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah oui, les filles, c'est ça. Et ta maman, c'était ça son leitmotiv, c'était de vous valoriser. Ouais, mais c'est surtout, en fait, on parlait pas beaucoup au début, il n'y avait pas trop de communication entre nous, mais c'était plus de la voir comment, entre guillemets, on va dire, elle charbonnait pour nous, où elle travaillait, elle gagnait pas beaucoup d'argent, mais elle arrivait quand même à faire en sorte qu'on soit bien. Et ça a été une motivation énorme, en fait, pour moi. Je me suis dit, je vais y arriver parce que je veux plus que ma mère, elle travaille. Enfin, ça a été vraiment mon exemple. Ah oui? Ouais, clairement. Parce que ton papa, il est parti, vous étiez petit? Il est parti, enfin, j'avais 12-13 ans, mais... C'est un moment compliqué, en plus. Hein. Ouais, c'était pendant un moment compliqué, mais ça a été une étape qui a été pas forcément facile, mais qui a su me forger. Ouais. Donc là, tu acquiers de la confiance, tu acquiers de la volonté aussi. Est-ce que tu es quelqu'un de volontaire? Oui, très volontaire. Ouais. Beaucoup de confiance aussi. Parce que il y a un truc chez moi qui a tendance à pas passer, c'est que je me souviens quand j'étais plus jeune, en parlant avec les profs, au moment où il fallait dire qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie, et que moi je disais que je voulais être basketteur, les profs avaient tendance à dire c'est hocher un peu la tête, quoi. L'air de dire t'es sûr, mon grand? Oui. C'est ça. Et suite à ça, ça a créé quelque chose chez moi où je me suis dit, je déteste quand on me dit tu peux pas faire ça. C'est quelque chose qui, je sais pas, ça passe pas, quoi. Parce que c'est la confiance que j'ai en moi, j'ai la sensation que je peux arriver à tout. C'est ça. À partir du moment où je suis intéressé. Ah. Ouais. À partir du moment où tu es intéressé. Ouais. Ça veut dire, ça parle de vécu, ça veut dire qu'il y a eu des moments où tu n'étais pas intéressé, où ça donnait des résultats terribles. Faut que je me sente investi, et si jamais je suis pas intéressé par ce que je fais, forcément, il va pas y avoir d'implication. Ouais. Par T'étais contre, un mauvais élève? Pas très bon, non. Pas très bon. Mais j'ai su devenir un bon élève, on va dire, entre guillemets. Ouais. Parce que avant d'arriver à Châlons, on va dire que la scolarité, c'était compliqué. Mais une fois arrivé à Châlons, ce Châlons avait le double projet, donc sportif et l'école. Là-bas, on passait le bac en 4 ans au lieu de 3. Ils m'ont vite fait comprendre que si je travaillais pas à l'école, le basket, ça n'irait pas. Ça irait pas. Et c'était aussi une des conditions pour lesquelles ils m'ont recruté. C'est ça. Ils voulaient te faire passer le bac, absolument. Ouais. Tu as passé quoi comme bac? Le bac économique et social. Ah, bien. Et je l'ai eu, qui pour moi c'était un exploit. Parce que... C'était un exploit? Ouais, c'était un exploit. Parce que tu sais que pour monsieur ou mademoiselle ou madame tout le monde, tu as fait d'autres exploits. Hein. C'est-à-dire que tu te retrouves en équipe de France, tu te retrouves capitaine de la meilleure équipe de France pour l'instant, en tout cas. Ce sont d'autres exploits, ça. Ouais, c'est... Mais toi, ça reste le bac? Non. Ah bon? Non. Le bac, c'est un exploit pour moi à l'époque. D'accord. À ce moment précis-là. Ton premier contrat pro, donc tu dis que ta première année, c'est pas formidable. Ouais. Et que là, tu décides de pas subir, c'est ça? Ouais, donc j'ai bossé beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup, pour le coup. Ensuite, à la fin de cette saison-là, je suis allé en Pro B. Donc, je suis descendu d'une catégorie pour justement avoir du temps de jeu. Pour jouer, Je suis allé à Denain. C'est un peu le souci des jeunes, alors j'allais dire espoir, mais là tu étais déjà plus espoir puisque tu avais signé pro. Parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas toujours la nuance n'est pas toujours évidente parce que nous, les gens qui connaissent le basket savent que espoir c'est une catégorie. Voilà, mais espoir dans le langage, c'est de dire ceux qui sont à la porte du monde pro. Du monde pro, quoi. Hein. On sait que le plus difficile, c'est ce passage-là, c'est-à-dire comment je concrétise tout ce que j'ai appris et comment j'arrive à m'imposer dans le monde pro
pour être reconnu comme un joueur à part entière. Ouais. Et c'est le moment compliqué. Ouais, ça a été très dur. Surtout qu'on était. Enfin, faut remettre aussi les choses dans le contexte. C'est qu'on était dans une période où il n'y avait pas beaucoup de jeunes joueurs français qui passaient pro. Qui est passé pro, ouais. Et je me souviens, la Ligue, elle était un peu inquiète par rapport à ça. Et ils cherchaient des méthodes pour justement inciter les clubs à donner plus de responsabilités aux jeunes. Ouais. C'était bien tombé, du coup. Enfin bon, tu te retrouves à Denain. Tu fais une bonne saison à Denain, d'ailleurs, en première. Ouais, on a fait une super saison. Enfin, ouais. Denain, je me souviens, quand j'y suis allé à reculons un peu. Ouais, je sais pas si tu as vu le film Bienvenue chez les Ch'tis. La première scène où il arrive et il pleut et gros orage. Quand je suis arrivé là-bas, c'était exactement la même scène. C'était le choc. Ouais, c'était ça. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Ouais. Et au final, j'ai passé une superbe saison. Avec des... on dit que les gens du Nord sont très chaleureux, que c'est une ambiance incroyable. Ils sont incroyables. Non, sincèrement, ils sont incroyables. C'est vrai. Plein d'amour, plein de bienveillance. C'est vraiment une saison incroyable. En plus, on était une équipe avec beaucoup de jeunes où personne... personne vous attendait. Ouais, personne nous attendait. Et au final, on perd en finale du championnat. Oui, vous faites une saison incroyable. Hein. Ouais, on fait vraiment une superbe saison. Ouais. Et c'est ça qui t'a lancé, tu penses? Ouais, ça m'a lancé parce que suite à ça, j'ai eu des clubs de première division qui ont voulu me recruter, dont Monaco. Et oui, parce que quand tu arrives de Monaco, tu arrives de Denain, en fait. C'est ça. Donc ils sont venus te chercher en se disant on va monter notre équipe. Et là, est-ce que tu arrives en même temps que Amara ou est-ce qu'Amara est déjà là quand tu arrives? J'arrive en même temps que lui. En même temps que lui, hein. J'arrive en même temps que lui. Est-ce que ça, c'était une question que j'avais pour toi depuis un moment. Est-ce que quand on est jeune comme ça sert d'avoir enfin, tu vas me dire oui, mais qu'est-ce qui t'a apporté Amara? Parce que Amara, c'est sur le terrain, en dehors du terrain, enfin, c'est un peu partout. Hein. Ouais. C'est un monument. Enfin, un monument. Il aimerait pas que je dise monument parce qu'il est trop modeste, mais... c'est une légende, hein, clairement. Parce que quand il arrive, lui, il est déjà dans la dernière partie de sa carrière à Monaco. Hein. Ouais, il me semble qu'il arrive à 35 ans. Ouais, donc il y a une différence d'âge avec toi. Ouais. Mais Amara, c'est quelqu'un que je connaissais déjà par le passé. Pas personnellement, mais en fait, c'était mon joueur préféré C'est vrai? de pro. Ouais. Parce que quand j'étais petit, lui, il jouait à l'Asvel. Et moi, j'avais... t'étais lyonnais, donc forcément, t'étais l'Asvel. Ouais. Puis je me souviens aussi un moment qui m'a marqué, c'est qu'il y avait un tournoi sur Place Bellecour à Lyon, qui s'appelait le NBA Jam. Et donc, il y avait des matchs de basket. Et aussi, il y avait ils avaient mis en place un stand où il y avait il y a la Xbox et on pouvait jouer au jeu NBA 2K. Et j'avais joué contre lui, justement. Et il m'avait donné plein de conseils. Et j'avais passé un super moment et c'est resté gravé dans ma mémoire. Et en fait, ce que j'adorais chez lui, c'est qu'il était super simple. Il était super simple, super abordable. Il prenait personne de haut. Et ça, j'ai toujours respecté ça. Et ça m'a... c'est quelque chose qui m'a inspiré. C'est vrai? Ouais, beaucoup. Parce que Amara, c'était le capitaine. Aujourd'hui, c'est toi le capitaine. Ouais. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui reviennent de comment Amara faisait les choses ou comment il se comportait? Ouais. Il était calme. Très calme. Ouais. Comme toi. Ouais. Enfin, ce que je comprends de notre discussion, c'est que c'est pas tout le temps le cas. Pas tout le temps, mais beaucoup. Beaucoup. Et c'est aussi la façon dont il prenait du recul sur les situations. Ouais. Comment il gérait les différentes situations. Ouais. Et non, c'était quelqu'un qui avait posé sur de lui, qui inspire le respect. Ah bah voilà, ça c'est dit. Hein. Ouais, exactement. Quand on est dans une équipe comme l'équipe dans laquelle tu es aujourd'hui, mais pas seulement, je pense que c'est valable pour l'équipe de France aussi, par définition, ce sont des équipes de talent. Ouais. Hein, quand on joue les premiers rôles, c'est qu'il y a du talent. Quand on est dans une équipe avec des talents comme ça, est-ce que le rôle de capitaine, il est plus compliqué? Il y a du boulot.
Il y a Ouais. du boulot, je te cache pas. J'imagine que... Parce que le talent, ça veut dire le tempérament, ça veut Ouais, dire des personnalités, ça veut dire... bon, c'est la gestion des égos. avec le bon et le moins bon. Ouais. Mais effectivement, ouais. C'est connaître ses coéquipiers, savoir comment ils agissent, comment leur parler. On peut pas parler à tout le monde de la même façon. Voilà, essayer de leur donner un maximum de confiance et de sentir que ils peuvent compter sur moi aussi. Ouais. Ça prend du temps, ça? Ouais. La première saison où j'ai été capitaine, je crois les premières semaines, j'arrivais pas trop à performer en fait. T'étais très envahi, ouais. En termes de basket, parce qu'au final, mon focus, il était sur comment je peux faire pour aider mes coéquipiers, comment je peux faire pour gérer telle ou telle situation. Enfin, c'est quelque chose qu'on se rend pas compte quand on voit de l'extérieur, mais il y a du boulot quand même. Ouais. Ouais, il y a du boulot. Est-ce que le moment où on te propose de devenir capitaine, est-ce que tu considères que c'est... alors j'allais dire le mot anglais achievement, mais j'arrive pas à trouver la correspondance en français, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est un moment où ça t'a donné une stature? Non, je pense pas. Non. Parce que je pars du principe que si j'ai été élu capitaine, c'est que la stature, je l'avais déjà et que on a vu en moi quelqu'un qui pouvait justement bien tenir ce rôle-là. Ouais. Parce qu'il y a des moments dans une saison où, forcément, hein, surtout les saisons, vous avez des saisons très très longues d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup lu des joueurs, par-ci, par-là, pas toujours les mêmes d'ailleurs, qui disaient que ça faisait des saisons très très longues. Ouais, c'est vrai que c'est long. C'est très prenant physiquement, mais surtout mentalement et émotionnellement. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a forcément des moments dans la saison où il y aura des moments où on sera dans le dur. Ouais. Et c'est justement dans ces moments-là où c'est important de pouvoir compter les uns sur les autres dans l'équipe, quoi. Vous faites, sans indiscrétion, vous faites des moments où vous vous parlez entre vous en dehors du vestiaire, en dehors des structures du club, vous retrouvez pour manger, pour discuter, pour... Ça arrive, on l'a fait quelques fois. Pas trop souvent parce qu'on se voit tellement, en fait, ouais. que quand on a un temps de libre, pour moi, par exemple, qui est une famille, j'essaie de le passer aussi avec la famille. Faire des choses aussi qui nous sortent du basket parce qu'on est tout le temps dedans. Donc, c'est important d'avoir des moments où on prend un bol d'air mental, on va dire. Ouais, c'est important. Ce que enfin, ça me fait penser ce que tu es en train de dire. Tu dis, on est tellement dedans, on est tellement tout le temps ensemble. Est-ce qu'il y a des phénomènes d'usure? Est-ce que mentalement on est fatigué? Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Pas toujours au même moment de la saison, d'ailleurs. Ouais, on peut être fatigué, quoi. Ouais, pas toujours au même moment de la saison. Moi-même, ça m'arrive parfois. Mais le plus important dans ces moments-là, c'est d'abord savoir reconnaître. Parce que des fois, on va être usé. On va agir d'une certaine façon, mais sans se rendre compte qu'on est usé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très très bien. Puis déjà, c'est d'abord arriver à le comprendre, à se détacher de la situation et trouver comment faire pour revenir à moi-même, à qui je suis réellement. Oui, mais là, tu vois, ce que tu dis, ça me fait comprendre, ou ça m'inspire un truc, c'est que, en fait, vous êtes une équipe, donc vous êtes toujours nombreux, toujours ensemble. Et ce dont tu me parles, c'est un travail très personnel, très individuel, quoi. Ouais. Et ça peut cohabiter les deux. On peut travailler sur soi et penser et se recentrer tout en étant toujours au milieu d'une équipe. Oui, ouais, bien sûr, ça se fait très bien. Mais après, comme tu l'as dit, c'est un travail qui est individuel. Tout le monde n'a pas les armes pour pouvoir faire ça. Là, je rebondis dessus, mais c'est cette saison, par exemple, le club a employé un psychologue. D'accord. Et ça, je trouve que je pense que ça doit être une première pour un club de basket en France. En France, en tout cas, je pense. Mais c'est... Parce que la préparation psychologique, ou en tout cas ce qu'on appelle la préparation mentale, ça s'étend dans beaucoup de sports maintenant. Ouais, il y a
il y a la préparation mentale, mais il y a vraiment le côté psychologue où tu peux aller le voir, discuter et t'ouvrir en fait et dire ce qui va pas. Parce que des fois, on finit les matchs et on garde beaucoup d'émotions en nous. Il y a beaucoup de frustrations qui peuvent être liées parce qu'on vit tellement des choses extraordinaires et c'est à un niveau très élevé, quoi. Et souvent, moi par exemple, je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses. Tu intériorises beaucoup. Ouais, j'intériorise beaucoup. Ce qui fait que je suis très calme. Par contre, à l'intérieur, ouais, quand c'est trop, il y a un moment où quand c'est trop, ça peut exploser. Ouais. Donc c'est important de trouver des manières de justement arriver à sortir tout ça pour éviter d'arriver au moment où à l'explosion. Ouais, parce que d'autant plus, alors j'imagine, d'autant plus quand on est le capitaine. Oui, d'autant plus parce qu'il y a tout ce qui est montrer l'exemple. C'est ça, j'allais te dire, il y a la valeur de l'exemple quand on est capitaine, non? Exactement. Tout le monde, en gros, te regarde en attendant de toi que tu aies une certaine posture. Tu veux dire que les coéquipiers, ils s'alignent? Ouais. Parce que forcément, si le capitaine commence à faire n'importe quoi, derrière, tout le monde... Ça ouvre les portes, ouais. Exactement. C'est ça, ouais. Alors, tu disais, on a un psychologue cette année. Est-ce que pour toi, la valeur de la parole, parce qu'on dit toujours il faut exprimer les choses, et tu dis, moi, j'intériorise beaucoup. Mm-hmm. Donc, est-ce que la valeur de la parole, c'est un truc que tu as découvert? Ouais. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup de base. C'est pour ça que quand on m'a nommé capitaine, au début, j'étais un peu... parce que je suis beaucoup dans... je lead, comment dire? Oui, tu mènes. Ouais, je mène par l'exemple. Ouais. Voilà. Mais la parole, c'est quelque chose que j'ai dû travailler pour justement essayer de m'exprimer un peu plus. Mais bon, après, je suis quelqu'un qui... En fait, je vais pas parler pour parler. C'est-à-dire que si j'ai rien à dire, je dirai rien, quoi. Oui, mais tu me disais tout à l'heure que tu as beaucoup de confiance. Donc, tu vois, il y a à t'écouter comme ça, il y a un petit paradoxe entre le fait d'avoir confiance et le fait de ne pas être dans la parole. Parce qu'on associe souvent ceux qui ont de la confiance avec les grandes gueules, quoi. En fait. Oui et non. Ah. Pas dans ma conception des choses. Pas dans ta conception. Pour moi, quelqu'un qui est calme, sûr de lui, et surtout qui va peut-être pas parler beaucoup, mais quand il va parler, il va dire des choses pertinentes. Ouais. Pour moi, ça, c'est quelqu'un pour qui j'aurais beaucoup plus de respect que quelqu'un qui braille tout le temps. Ouais. Qui est tout le temps... oui, ok. Et puis, naturellement, cette personne-là, on va... à un moment donné, on va moins l'écouter, quoi. Parce qu'elle aura toujours quelque chose à dire, et que ce soit vrai ou pas vrai, bon ou pas bon, il y aura forcément... ça aura moins d'impact. Non, c'est vrai. C'est aussi une façon de voir. Il y en a qui disent qu'il faut beaucoup s'exprimer pour être entendu, tu vois. C'est une façon de voir, mais quand tu dis moi j'aurais beaucoup plus de respect, est-ce que dans les relations, surtout en particulier quand on a des responsabilités, quand on est capitaine, est-ce que c'est difficile quand on se retrouve face à des gens où on n'a pas une vraie connexion personnelle? Tu vois, moi, je te prends l'exemple le mien. Moi, je dirige une équipe. Forcément, à l'intérieur de cette équipe, il n'y a pas que des gens que je trouve personnellement. Je ne parle pas professionnellement. Mais personnellement, parfois, ce n'est pas des gens avec qui spontanément ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc, quand on est capitaine, comment on fait quand on se retrouve? Parce qu'on ne choisit pas ses coéquipiers. Ouais, on ne choisit pas. Mais encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop de mal, en fait. Parce que, comme je dis, je prends beaucoup de... j'essaie de prendre de la hauteur sur les situations. Et je replace ce qui est important en priorité. C'est ça. Ouais. Parce que ça te vient d'où, cette culture en tout cas, cette approche-là, tu t'es inspiré où? Je sais pas, je pense que c'est mes parents qui ont dû... inconsciemment, le fait de les voir... agir. Ma mère aussi. Ma mère, ça, je tiens à le préciser, c'est la personne la plus gentille au monde que je connaisse.
Et je pense que inconsciemment, je me suis beaucoup inspiré d'eux. Ce que tu me dis, c'est que t'es bienveillant, en fait. Ouais, c'est tout dans la bienveillance. T'es bienveillant. Ouais. Donc, t'es pas un gars qui s'accroche, t'es pas un gars qui critique, t'es pas un gars... T'es plutôt dans le consensus ou dans... Ouais, non, clairement. Et puis, surtout, de base, capitaine, au début, j'étais pas très chaud pour être capitaine. Ah, Mais je trouve que c'est mieux comme ça. Parce que... c'est vrai? ouais, parce que ça donne une autre approche. Ouais, Pour moi, ça t'oblige. être capitaine, c'est pas quelqu'un... chacun a sa perception du capitanat. Ouais. Mais être capitaine, pour moi, ça veut pas dire imposer les choses aux gens. C'est moi le meilleur, c'est moi qui doit avoir le dernier mot. Moi, je vois plutôt le truc comme... ok, je vous écoute, les gars. On est une équipe. C'est notre équipe. J'essaie de prendre les avis de tout le monde et de faire en sorte que la majorité ait le choix quand il y a des choix à faire. La majorité. Ouais. Alors, on va sortir du basket 2 minutes, parce Mhm. que ma question, c'est de te dire, est-ce que tu votes? Est-ce que la politique, c'est un truc qui t'intéresse? Pas trop. Je te Pas cache trop. pas que la politique, je m'y intéresse pas trop. J'ai un peu de mal avec ça. Parce que quand on est sportif professionnel comme Mhm. toi, et tu disais on est beaucoup dans le basket, etc., est-ce qu'il y a la place pour autre chose, en fait, dans son quotidien? Alors, je parle là, évidemment, hein, la famille, ça tombe sous le sens, mais Mhm. je parle d'autres centres d'intérêt. Ouais. Ouais. Alors là, actuellement, je me suis lancé dans les études parce que Ah, j'essaie aussi de préparer mon après-carrière. Pas que je veux arrêter bientôt, bien au contraire. attention à ceux qui nous écoutent, ils Ouais. ne s'arrêtent pas tout de suite. Ouais, c'est Non, vraiment pas dans les plans. c'est pas dans les plans. Vous aurez encore du Yakuba pendant longtemps. Mais c'est que je me dis que c'est le bon moment pour moi Ouais. pour préparer l'après-carrière pendant que je suis encore bien physiquement. Puis le fait aussi, l'événement Ouais. que j'ai connu aux États-Unis avec la blessure, ça m'a fait me rendre compte que une carrière, c'est super court. Et que du jour au lendemain, Ça on peut peut se s'arrêter. lever et un truc qui paraît anodin peut terminer la carrière. Donc je me suis lancé dans un master en management. Et ça anime pas Ouais, mal mes le journées. master en management, alors moi, je te dirais, il y a quand même beaucoup de choses qui sont inspirées de la vie réelle. Donc, Ouais. ton quotidien de capitaine, de sportif, de compétiteur, Ouais. ça doit aussi te servir, je pense. Je me rends compte que ça me donne une expérience incroyable. Ah, et tu pars avec un peu d'avance par rapport à ceux qui apprennent en même temps que toi. Hein. Ouais, clairement. Il y a aussi la gestion de certains égos. Mhm. Et comme je dis, les réactions dans le sport, elles sont tellement poussées à l'extrême que je pense que rarement dans une vie d'entreprise, on va dans ces extrêmes-là, quoi. Donc, ça me donne tout simplement une expérience qui je pense, pour le futur, me sera très, Très utile, ouais. très utile. Ouais. Alors, tu me dis, ça me donne une expérience, etc. Est-ce que tu arrives à quantifier? Parce que comme la vie d'un sportif, la tienne en l'occurrence, elle est rythmée par des saisons. Mhm. Hein, il y a un moment où ça commence, un moment où ça finit, un moment où ça recommence. Voilà. Est-ce que tu arrives à comparer, à mesurer l'évolution, ton évolution à toi? Pas seulement basket, hein, ton évolution, toi, dans comment tu fais ce métier. Oui et non. Parce que je le vois que j'évolue, mais pas trop, parce que j'ai pas envie de tomber dans le truc de j'ai fait ça, si, ça. Enfin, je me dis, je me le garde pour plus tard, quand j'aurai décidé de raccrocher les baskets. C'est vrai? Ouais, Tu feras le bilan? ouais, à ce moment-là. Parce que bon, tu as vécu une campagne avec l'équipe de France, puisque tu es international. Ouais. Tu as vécu des campagnes avec l'équipe de France qui ne sont pas toutes les mêmes au niveau ressenti. Notamment là, la Coupe du Monde, ça a Ouais. dû être un moment compliqué. Ouais, ça a été. À la fois compliqué et à la fois incroyable. Ouais. C'est un mix de sentiments, parce que à la fois, c'est représenter son pays pour le championnat du monde, c'est quelque chose de fou, et qui, encore une fois, faisait partie des rêves que j'avais étant petit. Et il y a aussi le sentiment de frustration, parce que forcément les résultats qu'on voulait n'ont pas été bons. Donc
Porter le maillot bleu, c'était important pour toi. Ah, très important, ouais. 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 Bon, c'est une forme aussi, parce que quand on arrive en sélection, c'est qu'on fait partie des meilleurs. Mm. Il y a, Il y a une forme de reconnaissance, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. 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 Bon, et puis cette Coupe du Monde-là, elle se passe au Japon. Alors ça, c'était... Enfin, au Japon. En partie au Japon. Pas que, mais en partie au Japon. Ouais. Elle était en Philippines, mais on a fait une partie de la préparation au Japon. Et là, c'est un truc important pour toi aussi, le Japon. Ouais, parce que c'était un des pays que je voulais visiter. Ouais. T'as eu le temps de sortir de l'hôtel? J'ai pris le temps, oui. J'ai pris le temps. Parce que moi, j'adore beaucoup tout ce qui est culture japonaise. Ouais. J'adore les mangas. Enfin, j'ai grandi en regardant beaucoup de mangas. Donc, on va dire que j'étais dans mon élément là-bas. C'est vrai? Ouais. Tu les connais tous? Non, pas tous. Tous, mais... non, parce qu'il y en a énormément. Tellement, mais les principaux, on va dire. Les principaux? C'est qui ton préféré? Dragon Ball. Ah bah. Alors, si on fait... Je vais faire un top 3. Dragon Ball, pour moi, c'est le dieu des mangas, entre guillemets. Intouchable. En 2, je mets Naruto. Et en 3, One Piece. Des classiques pour ceux qui les classiques pour ceux qui connaissent. Les mangas, ouais. Les mangas, c'est tout le temps? Tu pars en déplacement, t'as des mangas avec toi? Ou t'en regardes ou... Généralement, j'en ai toujours un dans mon sac. J'aime bien, avant de m'endormir, lire un peu. C'est vrai? Ouais. Parce que il y a un truc que peut-être ceux qui nous écoutent n'ont pas en tête, c'est que la vie du sportif, c'est aussi beaucoup de déplacements, de moments de solitude, de moments d'attente. Ouais, c'est ça. Il y a un paradoxe parce qu'à la fois, on est très occupé, très pris par le sport, mais à la fois, on a beaucoup de temps de libre aussi pour la récup, pendant les déplacements. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de commencer les études. Ah, tu travailles pendant les déplacements? Ouais. Tu révises? Ouais, j'essaye. Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu fais quoi? T'as un ordi? C'est tout en ligne. Donc, je peux consulter mes cours. Et, Bon, c'est l'époque qui rend ça possible aussi, parce que peut-être qu'il y a 10 ou 20 ans, c'était plus difficile. Hein. Ouais, ça c'est quelque chose de très récent. Ouais. Alors, manga plus études, parce que comment tu utilises ce temps? Parce que alors, le déplacement, c'est de l'avion, du bus, de l'hôtel. Ça fait des journées... Est-ce que la pression, elle monte dans la journée quand on a un match à 20h, par exemple, et qu'on est réveillé depuis 10h le matin? Plus trop. Enfin, déjà, je pense que ça dépend du match. Ça dépend du match. Ça dépend du match. Un match de play-off, il y a une certaine pression parce que on arrive au moment fatidique de la saison, ce pour qu'on a bossé toute la saison. Donc, il y a plus de pression qu'un match normal, on va dire. D'accord. Parce que je me disais, tout le monde dit, et en ce moment c'est les playoffs NBA aussi, tout le monde dit, les playoffs c'est une autre saison qui commence, enfin c'est une autre aventure qui commence. Tu me dis, il y a plus de pression. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie ce qu'on a fait pendant toute la saison? Parce que moi j'ai l'impression que la saison régulière c'est quand même important, quoi. Ouais, c'est très important parce que c'est un peu tout ce qui va conditionner la suite. Les conditions des playoffs, elles sont dans la saison. Hein. Ouais. L'avantage du terrain ou pas. Bon, on l'a vu, ça c'est un élément clé pour pouvoir... qui donne plus de chances qui donne plus de chances, ouais. De réussir les playoffs. On dit que le basket des playoffs, enfin, pas que le basket d'ailleurs, j'imagine, s'il y a des playoffs dans d'autres championnats, il me semble qu'en football américain c'est pareil. Le basket des playoffs, c'est un basket plus dur. C'est vrai? Ouais. Parce que il y a les résultats qui comptent. Tout le monde veut gagner. Il y a plus d'engagement, c'est ça? Beaucoup plus d'engagement, c'est plus physique. D'accord. Et tout ce qu'il y a autour aussi. Il y a plus d'ambiance. Ouais, plus d'ambiance. C'est une atmosphère différente. Alors en NBA, les arbitres disent qu'il y a un arbitrage play-off aussi, qui laisse plus de contact, qui laisse plus jouer, qui a moins de coups de sifflet. Est-ce que c'est pareil en Euroleague? Ouais, c'est pareil aussi. Après, ils sont obligés parce que sinon, il y a tellement de contacts, sinon... C'est rugueux quand même. Ouais. C'est rugueux. Hein. Ouais. Et pour ça, il faut être prêt. C'est toute une préparation mentale avant tout. Ouais. Vous êtes, quand tu dis il faut être prêt,
est-ce que on se conditionne pour les playoffs? C'est-à-dire quand vous faites les entraînements, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Ouais, la concentration est différente. Ouais. Un entraînement normal, bon, c'est... C'est pas la fête, quand C'est un même. peu cliché, c'est pas la fête, mais c'est la routine, on va dire, D'accord. entre guillemets. Mais quand c'est les playoffs, on sait que là, c'est maintenant, quoi. Il y a pas... On n'aura pas de deuxième chance. Enfin, il faut saisir l'opportunité maintenant. Et Et ouais, parce que le truc des playoffs, c'est un peu le coup près, quoi. ouais, Tu peux pas te rattraper. Enfin, tu il y a peux, mais peu de marge. pas beaucoup. Ouais, Ouais, peu de marge. c'est ça. Bon, revenons au Japon 2 minutes, parce que Mhm. tu dis j'ai pris le temps. Et quand tu mets un pied dehors, t'as été à Shibuya sur le Carrefour et tout ça? Bien sûr. Ah. Et Un quand t'arrives, incontournable. alors, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, c'est comme ça que je l'imaginais? Ouais, bah, c'était juste incroyable, hein. Le nombre de monde. Enfin, Puis surtout, tu devais pas passer inaperçu, hein. Ouais. Ouais, Excuse-moi, hein. puis Je suis obligée de la faire, celle-là, hein. J'étais pas seul, hein. Ah, vous étiez plusieurs? Ouais, je suis allé avec Isaiah, Cordinier. avec Isaiah Cordinier, pardon. Evan Fournier aussi. Ah Et ouais. puis, forcément, quand on se balade, on a les Les survêtements de tenues l'équipe de France. l'équipe de France. Donc, ça, les gens, ils le voient, quoi. Parce que moi, j'ai l'image de ces gens à Tokyo qui marchent sans regarder autour d'eux, qui sont un peu dans une... pas des robots, mais un peu dans une condition, quoi, tu vois. Et donc, ils regardent quand même autour, ils vous ont remarqué, quoi. Ouais. Mais en même C'est temps, vrai de par nos gabarits, on sort un peu du lot. Oui, Ouais. c'est pour ça que je disais, Ouais. t'as pas dû passer inaperçu, parce que là aussi, moi, j'ai l'image d'une population japonaise, en tout cas asiatique en général, qui est pas très grande. Ouais. La moyenne, ouais. La moyenne est à ouais. 1,70, 1,80, c'est pas... Pour des joueurs de basket, c'est pas très grand. Ouais. Donc, Donc, forcément, oui, on sort du lot. ça vous a déconcentré d'être aussi loin pour la Coupe du Monde ou pas? Non, parce que ça fait partie de notre boulot et c'est pas la première fois qu'on vit ça. Donc, au stade où on en est, c'est plus quelque chose qui peut nous déconcentrer. Ça change rien, quoi. Non, ouais. Parce que la question que j'allais te poser, c'est est-ce que, voilà, être à Istanbul ou à Athènes ou à Tel Aviv ou à Berlin, est-ce que ça change les choses? Dans un match de play-off, par exemple? Ouais, dans une série de playoffs ou en tout cas dans un moment important de la saison, est-ce que on se dit toujours quand on est spectateur, bon, l'année dernière on a fait le Final Four à Kaunas, cette année il sera à Berlin, est-ce que ça change quelque chose en fait? Pour un sportif, normalement, non. Enfin, pour moi, non. Parce que, Ouais. je vais pas sortir, je vais pas... Enfin, ça a peu d'importance là où on est parce que c'est pas... Je vais pas là-bas pour profiter du lieu, en fait. Ouais. Je vais là-bas dans un but précis et ma concentration, elle est pour ça. Parce que peut-être les gens savent pas, vous mangez toujours la même chose, parce qu'il y a des gens, quand je suis sûre, quand ils nous écoutent, ils disent c'est sûr, moi à Istanbul, j'aime pas la cuisine turque ou j'aime pas la cuisine allemande. Mais en fait, est-ce que vous mangez toujours la même chose ou pas? On a une nutritionniste qui prépare Ouais. les menus. Donc, oui, il y a quelque chose... Enfin, il y a des menus qui sont mis en place. Et non, on mange pas... Pour vos repas, il n'y a pas de. C'est pas que vous allez manger des kebabs, par exemple. Non. Ah non. Très peu. Waouh. Ah, un petit peu. Ça dépend pour qui. Si... Ça, après, c'est... Comment dire? En dehors du cadre de l'équipe. En Ouais. tout cas, les repas qui sont prévus par l'équipe sont tous faits par la nutritionniste. C'est toujours la même chose. Oui. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de variété, quoi. Peu de variété. Mais c'est des choses qui sont efficaces. Alors, ouais, ça c'est un truc que j'allais te demander. C'est que, et j'imagine que quand on arrive à ton stade, on connaît son corps, on connaît ses réactions. On sait ce qui nous fait prendre du poids ou ce qui nous en fait perdre, ou en tout cas ce qui nous permet de ne pas en prendre. Ouais. Et est-ce qu'il y a un rapport direct entre le poids et la performance? Ça peut jouer, ouais. Ouais, ça peut jouer, ça peut être même très important parce que la prise de poids, forcément, on se fatigue plus vite, on bouge moins bien. On va moins vite, quoi. Ouais. Donc c'est... Même à votre niveau, c'est-à-dire même... Alors,
je parle à mon niveau, effectivement, Mhm. sur mes 10 kilomètres, je vois bien si j'ai plus de poids ou moins de poids. Mhm. Mais toi aussi, vous le ressentez? Oui, clairement. Ouais, c'est très important. Mais après, ça, c'est de la responsabilité individuelle Ouais. un peu. Parce que là, on parle de poids, mais j'imagine que on fait des menus aussi pour autre chose que pour le poids, hein, pour ce que ça Mm. apporte au corps. Ouais, pour les valeurs nutritives et être sûr que on mange les bonnes choses Ouais. pour performer de la meilleure façon. Mais on n'a pas tous les mêmes. Enfin, notre corps ne réagit pas. Ouais, Enfin, il y a des corps qui ont besoin de plus de sucre ou de moins de sucre, ou qui aiment le riz, ou qui aiment pas les pâtes, ou. exactement. Et ça, c'est avec, au fur des années, on s'en rend compte. Moi, par exemple, je sais que j'ai un repas d'avant-match où je Ah, prends systématiquement des lentilles. ah, les lentilles. Les lentilles, c'est primordial pour moi. Enfin, c'est... C'est vrai, Ouais, vérité. c'est vrai. Ouais. Il y a un truc placebo aussi, tu crois ou pas? Je sais pas. En tout cas, je crois que ça remonte à l'époque de Denain. Je Mm. m'étais rendu compte que quand je mangeais des lentilles, j'avais l'impression de durer plus longtemps dans l'effort. Enfin, de me Ouais, fatiguer moins vite. c'est possible. Et enfin, depuis ça, j'ai continué à le faire. C'est vrai. Ouais, Donc, le scoop, c'est que tu manges des lentilles avant tous les matchs. ouais. Il y en a au moins dans les menus de la nutritionniste des Sauf lentilles. en déplacement. De temps en temps, il y en a quand même en salade. Mais très peu. Et quand il n'y en a pas, tu fais comment? Bah, je fais ça, hein. C'est vrai? Ouais. T'as trouvé un remplacement ou pas? Non, pas de remplacement, Non. mais- Alors, tu vois, Stéphanos Tsitsipas disait, Mhm. ça change tout d'être dans une ville dans laquelle on vit pour préparer un tournoi ou pas. Et quand on prépare un match, il y a des petits, pas des manies, mais en tout cas, il y a des repères. Ouais. Est-ce que, par exemple, là, quand t'as pas de lentilles, est-ce que ça change quelque chose dans ton mental ou pas? Hmm, non. C'est pas une plaisanterie, hein. Non, non, non. Ouais. Il n'y a Oui, pas de oui. jugement, hein. C'est Non, non, que non. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et ça pourrait, ça pourrait. mais non, parce que j'ai l'habitude. Enfin, on fait tellement de déplacements que ben, j'ai Maintenant, t'as l'habitude. compris qu'il y en a, il y a des endroits où il y en a pas, Ouais. quoi. Mais c'est vrai qu'en tant que sportif, beaucoup de sportifs ont des rituels d'avant-match. Moi aussi, j'en T'en ai. as? Et ouais. Ouais. Bah, déjà le repas, la Ouais. petite sieste. Ensuite, avant de partir au match, je médite. Je fais une petite méditation. D'accord. Ce qui me permet en fait de switcher entre le gentil yak, passer au méchant yak. T'es un compétiteur? Ouais, ouais, un gros compétiteur. T'aimes gagner, quoi. Énormément. T'es mauvais perdant? Non, parce que j'accepte la défaite. Mm. Si j'ai tout donné et que j'arrive pas à gagner, ben, je l'accepte, tout simplement. Mais On disait tout à l'heure que t'avais 3 filles. Mhm. Là, c'est pareil, tu dis je switch du gentil yak au méchant yak. Est-ce que t'as un papa sévère ou pas? Non, pas sévère. Du moins, je pense ne pas l'être assez. Ça veut dire que les petites ont déjà pris un peu de pas. Ah, ça, ouais. Ah, chez Ouais, moi, ça vit bien à la maison. c'est vrai? Ah, Mais parce qu'en fait, tu les vois pas beaucoup non plus. bah, ça va. Sincèrement, ça va. Mais c'est Ouais. vrai enfin, ça dépend. Il y a des périodes où on va avoir beaucoup de déplacements, où là, Mm. c'est sûr que je vais pas les voir beaucoup. Mais généralement, quand je rentre, j'essaie vraiment de passer le maximum de temps que je peux avec elles. Ouais. Mm. Alors, tu m'as dit ça vit bien, ça vit beaucoup. Mhm. Ça veut dire qu'elles sont plutôt comme toi, petites. Enfin, Ah, petits. ouais, ouais, ouais. Ouais. Elles ont pris de toi. Niveau énergie, je pense, ouais. Niveau énergie, Ouais. je pense. Tu vois, avant d'avoir des enfants, je pensais être quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, mais là, j'ai trouvé plus fort que moi. Ouais. Ou alors tu te souviens pas. Ouais. Peut-être que ta maman, si elle est avec les petites de temps en temps, elle peut faire un comparatif. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit elles sont comme toi? Bah, elle a l'air au bout. Hein. Elle a l'air au bout la plupart du temps quand elle termine ses séjours chez nous. Donc, Elle vient souvent? elle vient généralement pendant les périodes de vacances scolaires. Eh ouais. Elle nous aide pas mal. Ouais. Eh oui, parce que 3, ça commence à faire. Hein. Bah, ça aussi, c'est un truc par rapport aux sportifs, c'est qu'on n'a pas la chance d'avoir nos familles proches de Eh oui, c'est de ça. nous, quoi. Donc, laisser les enfants aux grands-parents, c'est pas Eh ouais, trop ouais, une possibilité pour nous. vous êtes tout de suite déracinés, en fait. Ouais, Hein. ouais, Enfin, éloignés au moins. ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ton épouse, Julie, Ouais. elle est aussi originaire de Lyon? Non, elle est originaire de Chalon-sur-Saône.
Ah oui, c'est encore plus loin. Bon, c'est pas très long, ça a 1 heure de Lyon, mais... Ouais, mais donc ça fait encore plus loin d'ici, Oui, quoi. oui. Donc elle aussi, elle est loin de sa famille. Ouais. Dans une saison comme ça, quand est-ce qu'on pose ses valises? Parce que j'imagine qu'une fois la saison terminée, il y a les familles qu'il faut aller voir. Donc quand est-ce qu'on pose ses valises, en fait? Bah, jamais. Hein. Jamais. C'est un truc qui peut paraître bizarre, c'est que souvent, même, l'intersaison est plus fatigante C'est vrai? que la saison. Bah, en fait, pendant la saison, on est tellement la tête dans le guidon, on fait tellement que le basket que, Ouais. au final, c'est énormément de sacrifices. Il y a plein de choses qu'on aimerait pouvoir faire, qu'on ne peut pas faire. Donc, quand la saison, elle se termine, on essaie Rattraper le temps. d'en profiter un max. Si on sait qu'une fois que ça va reprendre, bah, on ne pourra plus faire ces choses-là. Donc, Bon, nous, on sait déjà, maintenant, tu nous as dit qu'il y a une grosse place pour les mangas, mais ça, c'est même pendant la saison, donc c'est pas que... Il y a une grosse place pour la famille. Est-ce que vous prenez le temps de faire autre chose, rien que pour vous, avec Julie, ou c'est difficile? Les sorties au cinéma, sorties au resto, quand on peut, hein, parce qu'il faut trouver la nounou. Eh ouais. Il faut qu'elle vienne généralement le soir. Il faut aussi que les filles, elles acceptent. Parce que des fois, la nounou... La nounou leur convient pas. ouais, et c'est sport. C'est sport. C'est sport. C'est arrivé que vous deviez rentrer dans la soirée? Non. Non, pas jusque-là. Mais c'est déjà arrivé où, pour quitter la maison, grosse crise, quoi. Et Ouais. oui, c'est le lot de beaucoup de parents. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter maintenant? Parce que là, à travers de la discussion qu'on vient d'avoir, je pense que les gens qui t'écoutent se sont rendus compte que tu as atteint pas mal d'objectifs que tu t'étais fixés. Hein, tu es devenu basketteur, tu as passé ton bac, Ouais. tu as repris tes études, tu es devenu international, tu es papa, tu es mari. Alors, maintenant, De continuer sur ce beau chemin. Beaucoup de succès et avant tout la santé et le bonheur. ouais. La santé en particulier, enfin nous en tout cas on te souhaite cette santé. Merci. Et puis on espère que... Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est que tu es quand même le recordman des matchs joués pour la Roca Team. Ça fait 7 saisons ou 8? 8. C'est quand même le recordman de matchs sous le maillot de la Roca Team, on va dire nouvelle ère, hein, Ouais. en tout cas depuis 2014 et le retour dans l'élite. Est-ce que pour toi, parce que je sais que Châlons c'est un peu chez toi aussi, est-ce que pour toi Monaco c'est un peu chez toi? Ouais, c'est clairement chez moi, hein, Monaco. C'est vrai? Clairement, ouais. Je considère vraiment Monaco comme la maison. Dès la première saison, j'ai été accueilli ici. On va dire qu'on m'a adopté. Ah, ça c'est vrai. Hein. Si mais- on va à Gaston Médecin, à l'applaudimètre, tu es adopté, c'est sûr. Ouais, mais il y a... nulle part ailleurs, j'ai ces sensations-là, en tout cas. Entre guillemets, quand je rentre sur le terrain, que je vois le public qui m'applaudit, qui crie pour moi, qui me donne une énergie folle. Ouais. C'est C'est vrai alors hein, que le supporter, c'est quelqu'un de plus dans l'équipe, le public. Clairement. Ouais. Ouais. Enfin, personnellement, moi, Pour toi, oui. ça me booste. C'est vrai. Heureusement que c'est pas compté comme du dopage, parce que... Bon, en tout cas, on peut dire que tu es un peu l'enfant chéri de Gaston Médecin. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas très habituel de passer autant de temps dans la même équipe. Ouais, c'est vrai que généralement, les joueurs ont tendance à bouger beaucoup. Alors, ma question, parce que c'est ça qui intéresse les gens, c'est ton choix. Ça veut dire que tu n'es pas resté parce qu'on ne te faisait pas d'autres propositions. Tu es resté parce que tu l'as choisi. Ah oui, non, c'est clairement mon choix. À Monaco, je suis super bien, quoi. Déjà, les gens m'ont vu grandir. Hein. 8 ans ici, j'ai évolué avec le club. Ma famille est bien. Mes enfants vont à l'école, ils ont des amis. Ma femme travaille, elle est épanouie. Donc, que demander de mieux. De mieux, ouais. Ouais. Bah écoute, on croise les doigts. Ouais. Et puis, on te souhaite et on souhaite, bien sûr, la meilleure fin de saison possible. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.